Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de votre émission Là-dessus en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. Pour cette édition, nous avons trois thèmes à débattre: la rentrée scolaire, la reprise après les obstacles, divergence sur le retrait ou non du véhicule de Moussa Mara, et nous irons faire un tour aux États-Unis pour savoir, connaître un peu les enjeux de l'élection présidentielle sur le continent noir. Nous en parlons avec Lamine Diallo, qui est journaliste. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Moussa Sayon Kamara, également journaliste au quotidien L'Indépendant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé TM1. Au plaisir avec vous de décortiquer l'actualité nationale et internationale. Comme je le disais tantôt, après un mois de report pour catastrophe nationale, la rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu le lundi 4 novembre. Confronté au départ d'énormes obstacles dus aux fortes intempéries, cette rentrée s'est tenue dans de bonnes conditions. Camara, qu'est-ce que cette rentrée placée sur le thème de l'entrepreneuriat vous inspire? La rentrée, effectivement, que la rentrée s'effectue d'abord, c'est une bonne chose parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tracasseries qui ont fait que voilà, la rentrée avait été reportée. Moi, je pense qu'il était important que les enfants retrouvent les classes après 4 mois de congé à la maison. Donc maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on pourra continuer l'année scolaire dans la quiétude, dans la tranquillité. C'est ça la grande question. Mais en réalité, ce qui m'inspire la rentrée, en fait, je pense que la rentrée de cette année envoie beaucoup de messages. Un premier message, c'est que nos dirigeants ont une sorte de manque d'anticipation parce que la rentrée avait été reportée in extremis et tout le monde savait que c'était impossible de réouvrir les classes en octobre. Mais à notre grande surprise, l'État avait voulu faire une sorte de forcing qui n'a pas marché. Donc, il y a eu vraiment un manque d'anticipation à ce niveau et ça a causé des préjudices que ça devait causer. Et là, on revient à la case de départ pour préparer encore la rentrée. Donc, je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation à ce niveau. Il y a, comme vous l'avez dit, un point positif, c'est que la rentrée s'est effectuée ouais, de façon générale. Peut-être que dans certains endroits, pas. Maintenant, il y a eu la leçon modèle. Moi, je trouve que le thème de la leçon modèle cette année, moi, je partage cela parce qu'il est important que nous inculquons aux enfants cette envie d'aller vers l'entrepreneuriat dans un contexte très difficile où l'État n'est plus pourvoyeur d'emploi pour les enfants ou les jeunes. Quand vous finissez, vous n'avez vraiment pas de débauché au niveau de l'État. Donc il est important de montrer la voie aux jeunes qu'on peut aller vers l'entrepreneuriat pour réussir sa vie. Donc il y a ce point-là que je pense qui est important, qui était bien. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont vraiment pas bien, peut-être. Le fait que, est-ce que la rentrée s'est effectuée sur toute l'étendue du territoire? La C'est là la question, on y question. reviendra. La Oui. mine du report à la rentrée effectivité depuis le 4 novembre. Effectivement, puisque mieux vaut tard que jamais, on a assisté le lundi dernier à la rentrée scolaire. Je pense que c'est une bonne chose. On salue les autorités pour ça, même si c'est leur travail. Maintenant, est-ce que tous les problèmes ont été réglés? On ne sait pas trop, parce que pour le moment, on ne dispose pas de statistiques concernant les écoles qui étaient occupées par les sinistrés et autres. Mais bon, on fait avec, puisqu'il faut toujours commencer. L'école ne peut pas éternellement attendre. Je salue la reprise et je dis que sous les signes de l'entrepreneuriat, bon, c'est une bonne chose, mais l'entrepreneuriat n'est pas forcément lié à l'école. C'est beaucoup d'autres choses. Et si l'État parvenait à prendre tout ce qui va avec en compte, je pense que ça peut être une bonne chose. D'autant plus que l'État peine à donner du travail aux gens. C'est une bonne chose. Mais maintenant, l'école, cette année, c'est vraiment exceptionnellement difficile pour les parents. C'est vrai que autrefois, on allait à l'école
La reprise était une fête, mais maintenant c'est autre chose parce que c'est difficile, même pour les fournitures, la tenue, etc., même pour le transport pour aller à l'école, compte tenu de la situation très difficile du pays. Est-ce que tous les enfants du pays ont repris le 4? C'est la question, parce que la situation sécuritaire n'est pas favorable à la reprise pour tout le monde. Aussi, nous avons du nouveau qui est la situation économique. La situation économique des parents fait qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qu'il va falloir régler au fur et à mesure. Justement, c'est vrai qu'il y a assez de problèmes qu'il faut régler, mais aujourd'hui, on est unanime parce que le report a soulevé un tollé. Aujourd'hui, la rentrée effective, c'est vrai qu'on ne peut pas, à ce jour, on ne peut pas faire un statistique pour savoir, mais on sait, on a même conscience on sait quand même qu'il y a encore des zones qui sont compte tenu de l'insécurité, l'effectivité n'y est pas. Mais est-ce qu'avec cette rentrée, on pourra vraiment tenir le timing, respecter le délai pour qu'on puisse aller aux examens de fin d'année, puisqu'on en a déjà perdu un mois? Comment faire pour rattraper les un mois perdus? La logique voudrait qu'on allonge aussi la durée de l'année scolaire, c'est-à-dire le mois perdu, qu'on le bascule vers la fin de l'année. C'est-à-dire si on devait fermer les classes en mois de juin, on va certainement partir maintenant en mois de juillet. Et là, ça pose encore un autre problème parce que déjà en mois de juillet, les pluies commencent déjà à tomber. Est-ce que voilà, ça va poser encore d'autres problèmes d'inondation ou de catastrophes naturelles? Nous prions Dieu pour que cela n'arrive pas. Mais pour rattraper cela, il faut forcément ajouter peut-être un mois. Parce qu'actuellement, il y avait d'autres alternatives. Mais ça, c'est des choses qui sont impossibles à faire maintenant. C'est-à-dire réduire même la durée même de l'année scolaire. Parce que je pense qu'il y a certains qui plaident pour cela, parce que l'année semble être longue et les programmes semblent être trop complexes et pour les enfants. Certains pensent qu'il est important aujourd'hui que l'État revoie le système éducatif malien et surtout le contenu de nos programmes éducatifs, parce que il est peut-être par exemple inconcevable qu'on continue d'enseigner dans nos écoles qu'est-ce que c'est que la lampe à pétrole, parce qu'actuellement ça n'est peut-être plus utilisé. Oui. Et ensuite c'est difficile, donc pour certains pensent qu'il est important aujourd'hui qu'on fasse un changement de programme pour l'adapter à la réalité du moment. C'est important, mais je pense que les écoles, il y a certaines qui ont été ouvertes, mais il est vraiment important de souligner aussi que d'autres ne sont pas ouvertes, ne reste que pour la situation sécuritaire. Je crois en cette année 2024, on dénombrait environ, je crois, plus de 1000 écoles qui étaient fermées à cause de l'insécurité. L'État a toujours communiqué sur le nombre des écoles touchées par l'inondation. Je crois qu'ils parlaient d'une centaine. Certains ont été libérés, certains n'avaient pas été libérés. Mais ils n'ont jamais parlé des cas des écoles qui sont fermées à cause de l'insécurité. Donc, si dans les endroits touchés par l'insécurité, les écoles n'ont pas été rouvertes, il est important que l'État prenne des dispositions pour que les enfants de ces endroits-là puissent aller à l'école, peut-être réouvrir les écoles ou bien les déplacer vers d'autres endroits pour qu'ils puissent étudier, parce que l'éducation est un droit pour les enfants, un droit pour tout le monde. Lamine, comment juguler selon vous la crise qui fait que certaines écoles n'ont pas encore ouvert, ou bien comment faire pour que vraiment tous les enfants du Mali puissent avoir accès à l'éducation? Vous savez, c'est très difficile de répondre à cette question parce que, vous savez, tout est question de moyens. Tout est question de moyens. Et la situation sécuritaire ne date pas d'aujourd'hui. C'est des contraintes aussi pour l'État. Maintenant, comment faire? Peut-être faire en sorte que les enfants des zones touchées puissent être délocalisés pour aller vers des zones plus stables afin de pouvoir jouir de ce droit d'aller à l'école. C'est ça. Maintenant, comment faire pour rattraper les 1 mois perdus? Il a dit que ce serait très difficile de grignoter sur l'hivernage compte tenu de beaucoup de facteurs. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que les aires sup ou grignoter tout simplement pendant les congés, grignoter un peu de temps sur les congés et permettre aux enseignants de mettre les bouchées pour se rattraper. Maintenant,
La situation économique, je reviens sur ça parce que c'est relativement... Ça a des conséquences terribles sur les enfants. Mais la rentrée a eu lieu le 4 mai, je vois encore des enfants qui sont dans la rue parce que les parents n'ont pas forcément les moyens de les envoyer à l'école. Qu'est-ce que l'État prévoit pour ces cas sociaux? C'est encore une question qui reste posée. C'est des difficultés supplémentaires qu'il va falloir gérer pour permettre à tous les enfants du pays d'aller à l'école, de jouir de ce droit pour l'avenir du pays. C'est ça. D'accord, justement, sur l'avenir de ce pays, c'est vrai que la crise économique est dans, mais il faudra aussi qu'on puisse faire tout pour avancer. Alors, pour sur ce point, oui, justement, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter, effectivement, il y a la crise économique, il y a la situation des écoles occupées ou non fonctionnelles pour cause de sécurité, mais au-delà de ça, il y a d'autres problèmes, parce que l'État n'a pas communiqué sur ça, mais il y a des problèmes, il y a des risques que l'année scolaire soit perturbée également, parce que vous posez la question de savoir est-ce qu'on peut rattraper ce temps. Moi-même, je m'inquiète sur la possibilité même que l'année scolaire se tienne conformément au calendrier, parce que déjà, il y a des prémices que les enseignants partent en grève, parce que les syndicats ont récemment fait des sorties pour dire que dès la rentrée, ils vont tenir des assemblées générales, ils vont même faire des préavis de grève. Ils ont été, pour certains, reçus par le ministre. Mais est-ce que cela pourra décanter la situation pour que l'année scolaire puisse se tenir conformément au chronogramme déjà établi? C'est ça la grande inquiétude à mon niveau. Lamine, pour refermer ce dossier rapidement, et selon vous, comment faire vraiment pour juguler pour qu'il n'y ait pas de grève cette année? Ce serait très difficile pour un État en difficulté économique, parce que l'État a des engagements vis-à-vis des enseignants. Et si les enseignants veulent coûte que coûte être dans les droits, ce serait un bras de fer. Et le bras de fer, c'est déjà annoncé. Je pense qu'il y a dans des zones, déjà, on annonce une grève de 120 heures, je crois. J'ai lu quelque part qu'il y a des grèves quelque part. Maintenant, comment faire? Ce serait très difficile, à moins qu'il y ait des débats francs autour de la situation du pays. Mais là, il faudrait que les autorités donnent l'exemple. Si l'État a des difficultés, ça doit se sentir par tout le monde. Maintenant, si les enseignants sentent qu'on leur demande de faire des efforts pour le pays, et de l'autre côté, on jouit parfaitement de tous les avantages, ça va être difficile. Et donc, en vous entendant parler, il faut vraiment qu'on puisse poser la table, discuter des problèmes à fond pour pouvoir trouver des solutions. Alors, nous allons partir sur le deuxième point de notre débat qui concerne l'affaire de restitution du véhicule de service de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Alors, un débat dans la place publique entre deux protagonistes, l'actuel Premier ministre et l'ancien Premier ministre. D'abord, qu'est-ce que cela vous fait quand vous entendez qu'on retire la voiture d'un ancien Premier ministre, Camara? Mais parfois, dans un premier temps, ça peut être choquant. Ça peut être choquant dans la mesure où on se demande qu'est-ce que l'ancien Premier ministre a fait pour mériter cela. Mais quand vous regardez aussi les contextes, souvent vous pouvez peut-être comprendre en détail ce qui s'est passé. Donc en réalité, les gens parlent de la restitution, moi je le dis comme ça, la restitution controversée du véhicule de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, mais le problème va au-delà du véhicule, parce que nous on a eu des informations qui font état du fait que au-delà même du véhicule, son garde-corps, son chauffeur lui ont été retirés, c'est-à-dire le chauffeur lui a été retiré, mais que le garde-corps avait été mis en congé. Donc, et en plus de ça, les anciens premiers ministres généralement ont des passeports diplomatiques. Oui, bien sûr. Même si la loi est souvent, on va dire, flexible là-dessus, parce que la loi leur donne la possibilité d'avoir ça, mais en précisant que c'est sur l'autorisation du président de la République. Alors, malgré cela, en tout cas, c'est un droit qui est acquis par la loi. Donc, le Premier ministre n'a pas son passeport diplomatique. Je crois depuis 2021, il essaye de renouveler ce passeport qui n'est pas pour le moment fait.
et jusqu'à ce que le passeport même est périmé. Il voyage actuellement avec son passeport ordinaire, le passeport qu'il a pris de façon ordinaire comme nous tous oui, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Alors, maintenant, ce qu'on peut retenir, c'est que la situation entre l'ancien Premier ministre et les autorités est vraiment tendue parce que récemment, il a tout le temps donné ses avis sur les sujets d'intérêt national et parfois il critique comme s'il le faut. Parfois, il fait des propositions comme il le faut, mais ces critiques sont perçues par bon nombre de Maliens ou voire même les autorités comme des actions peut-être de sabotage ou de dénigrement. Donc, il y a ce problème-là, qui fait que certains ne comprennent pas et il est même devenu un homme politique, moi je pourrais dire ainsi, à abattre parce qu'il représente certainement une sorte de menace dans le contexte actuel au Mali. Lamine Diallo, quelle analyse faites-vous de cette situation? Premier ministre, un ancien Premier ministre qui joue des privilèges que la loi lui confère, dont on veut lui mettre fin. Bon, moi je ne vois pas les choses sous cet angle. Parce que quand tu ouvres la boîte à Pandore, il faut t'attendre à tout. Vous savez, le cas Mara, c'est un cas énigmatique. Quand tu prends le début de la transition, Mara n'était pas forcément dans cette posture. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Mara est à la recherche permanente de buzz. C'est ce qui lui crée des problèmes. Parce que quand on est ancien Premier ministre, on est quand même une personne avertie. On ne doit pas chercher quotidiennement à s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Et surtout que lui-même, il a demandé à ce que il a renoncé à ses avantages d'ancien Premier ministre. En partie. En partie. Souvent, les choses sont liées. Est-ce que c'est prévu en partie? Est-ce que c'est prévu de dissocier les avantages d'un Premier ministre, dissocier tel parti ou tel parti? Ce serait prétentieux de ma part de m'hasarder sur ce chemin, mais je dis que ce serait très difficile de scinder les choses. Vous savez, vous avez parlé de passeport. Il y a eu beaucoup de premiers ministres, d'anciens premiers ministres qui ont perdu leur passeport. Par les autorités, ils ont fait un communiqué pour retirer les passeports. Il y a beaucoup de passeports diplomatiques, il y a beaucoup de gens. Et ça n'a pas créé tant de problèmes. Vous l'avez dit, le passeport diplomatique, c'est le pouvoir régalien des autorités en place. Ils veulent te donner, ils veulent te retirer. Mara a joué un jeu dangereux. Pourquoi est-ce que Mara a joué un jeu dangereux? Mara, il joue son rôle en tant qu'un homme, un citoyen. C'est un ancien premier ministre, c'est vrai, il est président de parti, c'est vrai que c'est un homme politique, mais il est dans ses droits de critiquer, de dénoncer. Oui. Ça, c'est un droit que lui confère la loi, et la loi lui confère aussi tous ses privilèges. Pourquoi la battre maintenant? Pourquoi maintenant on veut la battre? Vous savez, c'est pas qu'on veut la battre. C'est lui-même qui a demandé à renoncer à ses droits d'ancien Premier ministre. Il a dit en partie. Oui, mais lorsqu'il a renoncé même... Quand tu renonces à tes droits d'ancien Premier ministre, le garde du corps, le véhicule, tout est dans ça. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Mais ce qu'on a dit, qu'est-ce qui est permis? Bon, attends, je viens, Camara. Comment est-ce que tu veux expliquer que l'homme qui dit qu'il ne veut plus qu'on lui donne son salaire, mais chaque fois on lui reverse tout son salaire? Est-ce que ce n'est pas une façon d'une provocation de votre part? Oui, je voudrais juste dire à Lamine que, M. Diallo, que je ne suis pas en train de défendre Moussa Mara, mais je suis en train de relater les faits parce que les faits sont sacrés. Donc, et maintenant, le fait qu'il a raison ou n'a pas raison, ça, je ne peux pas juger de cela parce que ce n'est pas forcément de mon ressort. Mais en fait, le fait qu'on lui retire son véhicule, je pense qu'il il s'attendait certainement à ça aussi parce qu'il a renoncé. Il dit qu'il a renoncé à certains de ses avantages. Et il précise bien des avantages qui peuvent engendrer des coûts au niveau de l'État. C'est-à-dire le paiement des indemnités mensuelles qui s'élèvent à 700 000. Et après, les factures d'eau, d'électricité et de son téléphone, de son téléphone mobile. Alors, il a renoncé à ça. Maintenant, l'État veut, on ne peut pas dire que c'est l'État qui veut les récupérer en réalité. Parce que le problème, c'est que à la primature, le Premier ministre a dit que lui, il n'a pas donné d'instruction à qui que ce soit pour retirer à l'ancien Premier ministre le véhicule qui était mis à sa disposition. Et là,
ça démontre que ce n'est pas forcément l'État qui a fait ça. Peut-être c'est des groupes de personnes qui voulaient le faire et ça a mal tourné. Et là, je voudrais aussi préciser à ce niveau que le fait même qu'à la primature aussi, que le Premier ministre dit qu'il n'est pas au courant de cela pose un problème fondamental et cela confirme une thèse ou une information que le Premier ministre, le camp du Premier ministre a toujours dit, c'est-à-dire que le Premier ministre n'est pas impliqué dans la prise de décision autour de certains sujets d'intérêt national. Donc, ça pose ce problème-là parce que il y a le camp de Moussa Mara qui dit que c'est plutôt le chef des cabinets défense militaire qui a donné l'instruction pour que le véhicule soit retiré. Donc, ça veut dire qu'à la primature aussi, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses que le Premier ministre lui-même ne contrôle pas et ça confirme la thèse qu'il est souvent mis à l'écart dans la prise de certaines décisions. Diallo, effectivement, hormis ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui, est-ce à dire? Parce que quand on voit, on sait qu'aujourd'hui, quand même, Moussa Mara, il reste quand même le seul leader politique qui dénonce, qui propose, qui donne ses opinions sur des pages Facebook, en tout cas qui s'exprime librement. Est-ce que quelque part, ça ne gêne pas, ces prises de parole ne gênent pas les autorités en place? Oui, bien sûr que ces prises de parole dérangent, ça n'a pas commencé avec lui. Tous les citoyens qui donnent leur avis par rapport à la gestion du pays, qui ne va pas forcément dans le sens des autorités, c'est des gens qui dérangent. Et Mara ne fait pas exception. Bien sûr que Mara dérange. Mais je ne vais pas jusqu'à aller allier ces prises de position au retrait de son véhiculé de son garde du corps, puisque souvent c'est des choses techniques. Quand tu écris à un Premier ministre, c'est les services techniques qui se chargent de la mise en œuvre, d'analyser la situation. Forcément, ça ne passe pas forcément par le Premier ministre, sauf s'il y a lieu de prendre son avis. Oui, mais Lamine, pourquoi on lui continue alors à lui verser l'argent et on lui récupère le véhicule? C'est ce qui n'est pas normal. Si on continue à lui verser de l'argent et paradoxalement qu'on lui récupère le véhicule, ce n'est pas normal qu'on agisse ainsi. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Mais bon, on est dans une situation exceptionnelle, dans un pays où c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, justement, c'est très difficile. Quand je comprends bien, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que, selon vous, aujourd'hui, avec cette situation, en dehors de Moussa Mara, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que, quelque part, la liberté est en train d'être confisquée? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Parce qu'en dehors de Moussa Mara, ça peut être même tout le monde, hein, sans exception. Aujourd'hui, concrètement, que faire pour que vraiment les gens puissent apporter, parce que qu'on le veuille, on ne veut pas, il faut qu'on se donne la main pour qu'on sorte de cette crise, pour que le pays revienne dans le Conseil des Nations. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire exactement aujourd'hui? Oui, mais Nguessan, en réalité, le retrait du véhicule de Moussa Mara, ce n'est pas une restriction à la liberté peut-être d'expression. C'est peut-être une restriction, peut-être liberté de mouvement. Oui. Des mouvements. Mais en fait, si on doit parler de façon très franche, au Mali actuellement, depuis un certain temps, il est difficile de faire des critiques et souvent ce n'est pas forcément les dirigeants même qui posent des obstacles à cela, mais en réalité les citoyens maliens sont devenus tellement intolérants vis-à-vis des débats ou des questions ou des avis contraires à ce qui se passe ou ce que les autorités font. Et ça, c'est très dommage. Parce que tout le monde a le droit de donner son point de vue sur des questions d'intérêt national, particulièrement les partis politiques, parce qu'ils sont appelés à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Donc, il est important que les citoyens comprennent cela. Il est aussi important que les dirigeants comprennent que la liberté d'expression et la liberté de mouvement sont des droits déjà acquis dans la loi et qui sont inscrits dans la Constitution. Il faut vraiment les sauvegarder. Qu'est-ce que, Lamine, rapidement, il a parlé de Constitution. Est-ce qu'on est toujours dans la Constitution? C'est la question qu'on se pose. Il y a la charte, il y a tellement beaucoup d'autres choses où il est difficile de parler de Constitution. Parce qu'on est dans un pouvoir d'exception. Et dans un pouvoir d'exception, il faut s'attendre à tout. À tout. D'accord, justement, un pouvoir d'exception, il faudra s'attendre à tout. Alors, nous allons rapidement aller sur le troisième point pour pouvoir revenir au débat. Alors, depuis hier, les États-Unis d'Amérique, la puissance est en train de choisir son 47e président. Et selon les sondages déjà, on voit que Trump fait son comeback. Camara, qu'est-ce que l'on peut retenir des élections présidentielles aux États-Unis et surtout, quels peuvent être les enjeux pour le continent africain?
En fait, le fait que les scores déjà donnent Donald Trump vainqueur, bah, ça chamboule tout. Ça chamboule tout parce que on se rappelle de son premier mandat, il avait carrément tout chamboulé. Donc son retour, on ne peut dire qu'il va venir continuer ce qu'il avait déjà commencé, c'est-à-dire mettre l'accent sur, comme il le dit lui-même, les Américains d'abord, et peut-être mettre fin à certaines interventions américaines dans certains endroits ou dans certains pays. Ça chamboule tout également parce que l'Occident, en fait, les Européens et les Américains ont toujours travaillé ensemble, mais au moment où Donald Trump était au pouvoir, il avait remis tout ça en cause, donc ça rabat les cartes géopolitiques même dans le monde, et on se demande comment les choses peuvent évoluer dans les jours à venir lorsqu'il va véritablement prendre le pouvoir. Lamine? Vous savez, le cas Trump, ça veut dire beaucoup de choses pour les Américains, parce que Trump n'est pas fan des relations internationales. C'est un dur économiste qui cherche de l'argent pour ses concitoyens. Pour Trump, l'ennemi, c'est la Chine, pas autre chose. Donc ça va forcément être un coup dur pour l'Afrique, comme vous l'avez dit, parce qu'il n'est pas fan des relations internationales. Peut-être que nous, on a trop de problèmes maintenant. On ne pourra pas forcément compter sur Trump pour les régler. Et ce n'est pas que l'Afrique. Quand tu prends le cas de l'Europe, comme il l'a si bien dit, Trump avait pris ses distances avec une certaine relation avec l'Europe. Maintenant, s'il vient, il vient dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'OTAN aussi. Bon, est-ce que son arrivée a attendu à ce niveau? Est-ce qu'il pourra faire ce qu'on attend de lui? C'est très difficile de compter sur Trump sur le plan international. Alors, l'arrivée de Trump, nous allons suivre ce que cela va donner. Nous allons effectivement voir la géopolitique, si cela sera chamboulé. Merci de nous avoir suivis. Ainsi va se refaire notre débat. Nos invités étaient Moussa Sayon Kamara, journaliste au quotidien L'Indépendant, et M. Lamine Diallo, journaliste. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt. Suivez-nous, restez toujours à notre compagnie. Que Dieu bénisse le Mali. Au revoir et à très bientôt.